Bienvenue, mesdames, messieurs, à l'invité de la semaine, le rendez-vous qui vous propose d'aller un peu plus en profondeur sur certaines questions d'intérêt national et bien d'autres sujets de l'actualité. Ce soir, nous parlerons de la coopération entre le Mali et les États-Unis d'Amérique qui jouent un rôle important, un rôle de premier plan donc dans notre pays, tant au niveau bilatéral que multilatéral. L'ambassadeur Denis Henkins nous a fait l'honneur et le plaisir de nous rejoindre ici au Centre international de conférence de Bamako pour ce premier numéro de l'invité. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, merci pour cette chance d'être votre l'invité de semaine. Merci beaucoup. Ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali depuis un peu plus de 3 mois maintenant, on va dire. Presque 3 mois. Presque 3 mois. Votre précédent poste, c'était la Guinée-Conakry. On s'imagine qu'entre ces deux pays, que les autorités aiment appeler les deux poumons des mêmes corps, il n'y a pas de quoi dépayser un ambassadeur. Oui. L'expérience à Conakry m'a donné la chance de voir les choses ici au Mali. C'est la 3e fois que je suis dans l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait aussi les postes en Mauritanie. Alors, dans mes 18 postes, il y a 8 qui étaient faits en Afrique et 3 dans cette région d'Afrique de l'Ouest. Alors, vous êtes donc un connaisseur de l'Afrique à cause justement de tous ces postes que vous avez occupés dans différents pays. La politique africaine des États-Unis aujourd'hui, alors est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que l'Afrique pèse dans les relations des États-Unis avec le reste du monde et comment est-ce que cela a évolué ces dernières années depuis l'avènement du président Trump? Bon, je pense en termes de notre politique avec l'Afrique, il y a une certaine continuité entre les gouvernements américains. C'est toujours cette idée qui s'est basée sur la bonne gouvernance, développement et défense et sécurité. Et nous voyons que les trois doivent avancer ensemble. Avec l'administration du président Obama, il y avait peut-être plus de concentration sur les questions de bonne gouvernance. Et avec le président Trump, c'est plus en termes de sécurité, mais c'est bien entendu que les trois sont bien liés l'un avec l'autre. Il n'y a pas beaucoup de différences, mais je pense aussi, ce que j'ai vu pendant les dernières années, il y a plus en plus d'entrées économiques en Afrique. J'ai vu que les entreprises américaines, quand j'ai commencé en Afrique, hors d'Afrique du Sud, il n'y avait pas d'entrée des investissements américains, mais maintenant, il y a des entreprises qui sont intéressées de voir des opportunités. Il y a plusieurs opportunités en Afrique. Je pense que ça, c'était l'un des grands changements en termes de notre politique pendant des années. Alors, on va en venir donc au Mali et précisément, qui nous intéresse particulièrement. Quand on est ambassadeur dans un pays qui essaie quand même de sortir d'une crise, qu'est-ce que cela change? Bon, c'est évident que nous sommes ici pour aider le Mali. Je pense que depuis l'indépendance du Mali, il y avait toujours de bonnes relations entre nos deux pays. Mais c'est toujours avec l'idée que nous sommes ici pour aider. Ce n'est pas notre responsabilité ni notre droit d'être en charge des questions, mais d'aider les Maliens qui veulent voir des changements positifs. Et c'est vrai, il y a assez de défis dans votre pays maintenant. Ce pays qui a cette grande histoire en termes historiques, mais en termes culturels. Alors, on voit toutes ces possibilités au Mali et notre rôle est d'être là. Peut-être avec la politique du président Trump, alors il a bien indiqué que ce n'est pas toujours les Américains dans le premier lieu. Ils sont toujours actifs, mais on pose toujours les questions, quels sont les autres pays qui sont touchés par une question. Et au Mali, on voit qu'il y a plusieurs pays qui sont touchés. Je vois la présence de presque tous vos voisins qui ont les forces dans le force de MINUSMA ou avec le G5 Sahel qui sont engagés pour la défense commune. Il y a les Européens, il y a les autres pays. Et là, alors, dans ce sens, les États-Unis, nous devons jouer un rôle avec tous ces partenaires et principalement avec le gouvernement et avec les forces maliennes pour faire face à tous vos défis. Votre accompagnement tient compte de tout cet environnement? Oui. D'accord. Alors, l'un des principaux défis aujourd'hui pour le Mali, c'est sans doute la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, signé il y a déjà près de 5 ans. Les États-Unis disent suivre le dossier avec intérêt. Quel est l'intérêt de cette application correcte de l'accord pour vous, États-Unis? Bon, on voit que l'instabilité qu'on a vue pendant des années au nord du pays, qui s'est provoquée principalement par les groupes terroristes, a un impact négatif, pas seulement pour le Mali, mais pour tous vos voisins.
Et en termes global, ça pose un risque pour toute la communauté internationale. Alors, l'application d'accords, c'est l'une des choses plus importantes en termes d'avancer, de faire face à ces défis. On a vu récemment, il y avait ce rapport de Carter Center la semaine dernière qui a indiqué que c'est presque 50% d'accords étaient appliqués, mais c'est le 50% qui c'était en termes de créer des dialogues, de créer la législation. Maintenant, on voit qu'on arrive au point de vraie application, d'application concrète. Alors pour nous, c'est très important qu'on peut avancer, parce que même on a vu qu'avec l'instabilité au nord, on commence à voir l'instabilité au centre. Avec cette instabilité au Mali, on voit l'instabilité dans vos voisins comme Burkina Faso, Niger. Alors c'est important qu'on peut avancer de créer les conditions de paix et de stabilité dans votre pays, pas seulement pour le Mali, mais pour toute la région. Alors, nous allons parler un peu du centre, mais selon des propos que vous prête donc un journal de la place, certains groupes armés ne veulent pas la paix. Certains groupes précisément ne veulent pas la paix. Est-ce que vous dénoncez aujourd'hui un manque de volonté dans la mise en œuvre de cet accord et de qui notamment? Je pense que vous êtes en moment clé. Alors avant le fin de juin, il y a ces 1300 membres des groupes armés qui doivent être intégrés dans les forces armées maliennes. Alors c'est le moment précis qu'il faut que ces groupes montrent qu'ils sont vraiment liés avec cet accord. Parce qu'avec l'accord, c'est l'idée qu'éventuellement, il y aura une femme qui représente toute la population, qui c'est important. Mais c'est le moment précis pour ces groupes de montrer leur volonté en termes d'envoyer le militant pour être intégré dans les forces armées de Mali. Alors c'est un moment clé et nous regardons prochainement de voir pendant les semaines prochaines quelle sera l'attitude de ces groupes. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas montré suffisamment cette volonté d'aller vers la paix. Mais dans l'ancien groupe, l'ancienne réunion de CSA, alors les groupes ont montré leur volonté d'avoir l'élément intégré dans le FAMA. C'est toujours les questions techniques, les questions logistiques, même le transport des gens de Kidal vers le centre du pays. Mais c'est le moment qu'on ne peut pas plus parler seulement pour parler, mais de faire des actes concrets. D'accord, vous espérez un déclic à partir donc de l'accélération du processus de DDR, mais on se rappelle que des sanctions onusiennes avaient été brandies contre ceux qui entraveraient le processus de paix, brandies mais à ma connaissance pas appliquées. De ce fait, la communauté internationale n'est-elle pas quelque part aussi responsable du manque de résultats dans la mise en œuvre de l'accord que des gens dénoncent? Je vois qu'il y a une tendance à penser que cette intervention, cette volonté de communauté internationale d'être présent, c'est vu qu'on donne la responsabilité aux communautés internationales. Au fond de jeu, nous sommes ici pour aider les Maliens. Alors je vois qu'il y a de l'instabilité. La possibilité que pour MINUSMA, avec ses 16 000 soldats, ce n'est pas suffisant pour garantir la sécurité pour tout le monde. Alors, le MINUSMA, tous ces actes de communauté internationale, c'est dans le contexte d'aider les Maliens dans votre accord de paix, de trouver les solutions. Alors, c'est vrai qu'il y a chaque jour, et je vois chaque jour, il y a les Maliens qui sont tués par les groupes extrémistes ou à cause des conflits entre criminels. C'est l'une des choses dans lesquelles la communauté internationale doit aider les Maliens, mais je ne peux pas accepter que c'est la responsabilité de la communauté internationale d'assurer. Nous sommes ici pour aider les Maliens et pas pour prendre place du gouvernement et pour prendre place des Maliens. Appliquer les sanctions, c'est aussi aider les Maliens à aller vers la paix, non? Oui, je pense que les sanctions, ça c'est l'un des moyens qui a un peu montré que les gouvernements internationaux ne sont pas contents avec certaines personnes. Et on a déjà vu que si on complique la vie des gens qui sont à l'aise avec d'empêcher le progrès avec l'accord d'Alger, on a déjà fait dans le passé, il y a eu de fortes possibilités, s'il y a des futurs empêchements de processus, que la communauté internationale va appliquer des nouvelles sanctions.
Alors, certaines sources annoncent aujourd'hui une diminution prochaine de l'aide de la contribution américaine à l'aménagement. Les États-Unis, qui sont donc un des principaux contributeurs, sinon le plus gros, serait aujourd'hui le cordon de la brousse. Est-ce une sanction, entre guillemets, pour le Mali à cause du manque de résultats dans la mise en œuvre de l'accord? Non, je pense que cette question, c'est plus lié avec le financement général et la réforme générale de l'ONU. Alors, depuis longtemps, et même ça, c'est pas quelque chose d'administration Trump, mais même avant, il y avait les demandes de l'ONU que les États-Unis doivent financer presque 30%. Et notre Congrès, c'est une décision des années, à limiter notre contribution à 25% des opérations. Là, ça veut dire qu'ici, avec une opération qui c'est de presque $1 milliard par an, c'est les États-Unis qui donnent 250 millions de dollars par an. C'est presque $1 pour chaque citoyen américain pour les opérations. Alors, il y avait un grand débat et avec l'administration de Trump de voir est-ce que ces fonds sont bien utilisés, est-ce que les opérations de l'ONU sont efficaces. Ce n'est pas de parler mal des éléments de MINUSMA. Lundi, j'étais dans la cérémonie pour le décès d'un soldat nigérien qui était tué à Timbuktu. Aujourd'hui, c'est la date internationale des casques bleus. Alors, c'est vrai qu'il y a assez de gens qui sont bien dédiés de l'ONU pour la paix et la stabilité. Mais je pense que cette question de quantité de financement américain, c'est pas seulement pour MINUSMA, mais pour toutes les opérations de paix de l'ONU. Alors, vous savez que les besoins ils vont croissant. La menace terroriste s'est glissée un peu vers le centre. À cela, il faut ajouter les conflits intercommunautaires. Cela tombe mal quand même pour les Maliens. Oui, non, c'est vrai. Et on a vu, j'ai commencé mon carrière dans cette région, en Afrique de l'Ouest, il y a 2 ans, quand j'étais en Mauritanie. Et quand j'étais en Mauritanie, c'était l'époque de Mokhtar Belmokhtar. Et les extrémistes dans votre pays, c'était principalement les gens qui étaient plus ou moins d'Algérie ou de Sahara occidental. Mais on voit que de plus en plus, vraiment, c'est des groupes extrémistes qui sont vraiment des Maliens et l'ADN des extrémistes a changé. Alors le mouvement vers le centre, ça implique une expansion qui touche aussi les pays. Mais je vois que les extrémistes, ils voient toujours une faiblesse et ils veulent provoquer. Alors c'est évident, il y a les problèmes au centre du pays et dans votre pays qui c'est pas 100% lié avec les extrémismes, mais les questions internes qui doivent être traitées aussi. C'est à cause que, même que nous avons une certaine assistance pour la sécurité, les États-Unis, nous restons le premier partenaire bilatéral en termes de développement. Parce que nous savons qu'une partie du conflit, c'est lié avec le manque de services, le manque de développement, alors les choses doivent être avancées ensemble. On va avoir un mot sur ce chapitre, mais en attendant, parlons de la lutte contre le terrorisme avec le G5 Sahel. Qu'est-ce qui sous-tend cette démarche américaine d'un appui bilatéral plutôt que d'un appui global à la force? Alors pour nous, il y a toujours le droit des pays de travailler ensemble pour la défense commune. Et même dans cette région de CEDEAO, vous avez une grande histoire des pays de travailler quand il y avait des problèmes de sécurité dans votre région. Les pays ont réagi ensemble. Et c'est très positif qu'on voit maintenant que 4 pays voisins veulent travailler avec le Mali pour une menace commune. Et nous avons décidé d'aider chaque pays dans cette lutte. Avec une aide bilatérale, c'est déjà plus que 100 millions de dollars qui étaient distribués parmi ces partenaires. Il y a une question au niveau de l'ONU. Alors, est-ce qu'il faut avoir un mandat spécial de l'ONU pour ces opérations? Alors, pour nous, il y a déjà le droit des pays de travailler ensemble pour la défense commune. On ne doit pas avoir un mandat spécial. Et il y a aussi la question du financement, si ça doit être permanente et quelque chose qui c'est obligatoire pour chaque pays du pays. Pour nous, nous pensons que c'est mieux de travailler avec chaque pays et même pour l'organisation. Nous avons déjà un militaire qui c'est notre liaison avec le G5 Sahel ici. Alors, nous acceptons qu'en commande commune, c'est utile.
Mais c'est plus en question de principe en termes de financement et de mandat, mais en termes de principe de ces pays qui veulent travailler ensemble, nous sommes là pour aider ces pays. Alors, il y a les pays du G5 Sahel qui sont en train d'insister. Il y a aussi, comment dirais-je, des pays membres du Conseil de sécurité qui souhaitent aller dans cette direction. Vous dites peut-être un moment que peut-être que tous ceux-ci réunis ont raison. Non, je pense que, bon, le principe, récemment, il y avait une visite de tous les membres du Conseil de sécurité. Alors, je pense que tout le monde était content de voir ces opérations. C'est vraiment une question de principe de comment faire le financement. Et même il y avait des opérations dans le passé que, même par exemple en Afghanistan et Irak, l'ONU a donné un mandat aux États-Unis avec nos collègues, mais ça n'était pas avec le financement de communauté internationale. D'accord. En dehors de l'appui au Mali dans le cadre donc, de ce G5 Sahel, comment se porte aujourd'hui la coopération militaire entre nos deux pays? Bon, ça avance petit à petit. Alors, à cause du fait d'avoir eu un coup d'État en 2012, alors selon la loi américaine, chaque fois qu'il y a un coup d'État, nous sommes obligés de couper toutes les relations militaires. Et je sais que mon prédécesseur a beaucoup travaillé pour recommencer avec ces contacts. Maintenant, nous sommes assez actifs. Au niveau de peut-être 20 millions de dollars par an, je pense, mais nous sommes actifs avec le BAFS, alors le bataillon spécial de contre-terroristes de Fama, avec la gendarmerie. Nous sommes engagés dans quelques secteurs précis. Par exemple, nous sommes engagés avec le ministère de la Défense de renforcer la capacité de justice militaire, parce que nous savons que c'est l'une des questions d'acceptance de population des militaires et qu'il y a un système judiciaire qui, s'il y a des erreurs des militaires, qu'il y aura justice et pas d'impunité. Ils sont engagés dans le renforcement de capacités en général des ministères de sécurité et de défense. Et on a beaucoup travaillé avec le gouvernement dans la création d'un Conseil national de sécurité, avec l'idée que s'il y a mieux coordination de toutes les agences ici, qu'on peut avoir des stratégies qui sont transversales pour toutes ces questions. Parce que nous pensons toujours que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement des soldats. La lutte contre le terrorisme, c'est aussi une lutte contre l'extrémisme. Et l'extrémisme, c'est lié avec les questions de santé, d'éducation, de l'eau. Alors, toutes ces choses doivent être combinées dans une grande stratégie. Et j'ai déjà rencontré assez des Maliens qui sont très intelligents, qui ont cette idée, mais de voir comment on peut organiser les efforts qui sont communs. Et même de notre côté, alors il y a des efforts des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, des autres partenaires, de voir de notre côté comment nous pouvons mieux coordonner notre collaboration, puisque le Mali, dans quelques années, peut reprendre le rôle légitime d'être présent dans tous les territoires du pays et que cette présence soit bien acceptée par les populations. Alors, beaucoup d'actions, mais pas d'implication, on va dire, directe. Est-ce que c'est par principe, encore une fois? Bon, il y a toujours les limites en termes de... Et nous sommes toujours en débat. Alors, des équipements, on a donné des avions dans les années passées. Il y a des formations de gendarmerie avec l'équipement. Alors, c'est pas petit notre engagement en termes directs avec le gouvernement. Et aussi, il y a une coordination avec les Français, avec le programme de Barkhane. Même récemment, le président Macron a salué les États-Unis pour cet appui à Barkhane. Mais c'est quelque chose qui passe des années. Alors, selon notre loi, s'il y avait une unité militaire qui était engagée dans un coup d'État, nous sommes limités en termes de leur formation. Alors, c'est toujours les questions, les barrières légales avec qui nous pouvons travailler et en quel sens nous pouvons travailler. Ça a déjà avancé pendant des années et je peux bien imaginer qu'on va continuer d'avancer.
Même aujourd'hui, nous avons fait une formation pour les spécialistes de voir s'il y a une explosion, de comment faire l'investigation, de comment prendre l'évidence forensique de ces choses. Alors, il y a des engagements bien précis qui s'est coordonné avec tous nos autres partenaires. L'information, Monsieur l'ambassadeur, on sait que c'est la clé du monde en termes militaires, ça s'appelle le renseignement. On se dit qu'avec tous les moyens dont les États-Unis disposent, une coopération sur ce plan aiderait fortement nos forces armées à avancer. Apparemment, le bas blesse sur ce plan. Bon, en termes de renseignement, alors, les diplomates, nous ne parlons jamais nos services de renseignement, mais c'est vrai que c'est une partie et je sais qu'il y a une bonne collaboration entre nous et le gouvernement malien, mais aussi avec plusieurs partenaires qui sont engagés dans cette question. Alors parlons de coopération au développement. Les Maliens saluent les bons résultats engrangés avec l'USAID et autres structures de coopération avec les États-Unis. Dans quel sens est-ce que cette coopération en matière de santé, d'éducation et d'aide d'urgence est censée évoluer? Je n'ai pas cité tous les domaines, hein, je me suis limité quelque part. Dans quel sens cette coopération est censée évoluer dans les prochaines années? Commencer, je dois noter qu'il y a quelques projets qui sont très positifs ici. J'étais très impressionné. Alors, depuis l'élection de son Excellence le Président, il y a 6 ans, en termes de notre assistance dans la lutte contre le paludisme, on a vu que le taux de prévalence du paludisme parmi les enfants a diminué par 60%. Alors, une baisse de 60%, ça c'est très significatif. Et généralement pour les partenaires techniques et financiers, de voir quelque chose de concret comme ça, c'est rare. C'est encourageant. Et c'est aussi encourageant parce qu'il y a je vois qu'il y a une tendance de parler que le gouvernement n'a pas de services. Mais je sais que dans la lutte contre le paludisme ne touche pas Bamako. Ici c'est 1-2% de prévalence. C'est quelque chose de maladie profonde. Et le fait qu'il y avait cette diminution, ça veut dire que, et je sais que c'est le ministère de la Santé qui s'est présent dans toutes les communes. Je pense que c'est le plus ministère qui s'est présent dans tout le pays. Mali, oui. Et ça indique qu'il y avait des programmes qui fonctionnent, qu'il y a une capacité de travailler avec les villageois, avec les forces traditionnelles. Alors c'est quelque chose de très positif. Dans les autres domaines, alors nous sommes engagés pas seulement dans le secteur de santé, mais aussi dans le secteur d'agriculture et d'éducation. Et dans tous ces aspects, on voit les possibilités. Le fait qu'il y ait une croissance, une très rapide croissance de population ici, je vois que ça c'est une difficulté pour n'importe quel pays, parce que s'il y a une croissance de 4-5% par an, c'est difficile de créer des cliniques, de créer des écoles. Mais nous sommes là pour travailler avec le gouvernement dans ce sens. Et ça va aller crescendo en évoluant vers le haut? Je pense que oui, parce qu'il y a même si on parle de stabilité, il y a cet aspect qui c'est contre-terrorisme, mais nous savons que sans le développement, c'est difficile de faire face au terrorisme. Alors, même dans notre stratégie contre les terroristes, c'est bien entendu qu'il faut avoir cet engagement dans le secteur du développement aussi. Et pas seulement le secteur de USAID et les autres, mais si je peux avoir des entreprises américaines de faire leurs investissements, ça c'est très positif aussi. C'est le prochain point de notre entretien, les échanges économiques. Comment est-ce que vous comptez justement amener des entreprises américaines ici au Mali, développer l'emploi, la création d'emplois pour les jeunes notamment? Bon, la première fois est qu'il n'y a pas des entreprises d'État aux États-Unis. Alors, toutes les entreprises sont indépendantes. Alors, ce qu'un diplomate peut faire est de travailler avec le gouvernement, de créer les conditions dans lesquelles les entreprises sont intéressées. Et j'ai déjà eu des contacts de quelques entreprises qui sont intéressées dans le secteur agricole, de transport, d'énergie. Et là, mon rôle, parce que je ne suis pas homme d'affaires, de visiter les ministères qui sont touchés, de dire que oui, ici c'est une entreprise américaine qui a une histoire positive et nous espérons que cette entreprise peut faire le travail ici. Et c'est pour le gouvernement de voir est-ce que ces produits américains c'est le meilleur pour le Mali, est-ce que le prix c'est juste, mais pour nous c'est important qu'on peut avoir les possibilités pour les entreprises américaines de travailler.
Dans mon dernier poste, j'étais surpris. Alors, pendant 3 ans, il y avait presque $1 milliard d'investissement au Guinée. Alors, si je peux arriver à la moitié ici, je serais très content. Mais il y a assez de possibilités. Récemment, même la semaine dernière, il y avait un accord à signer avec une entreprise américaine de voir la possibilité de rétablir le chemin de fer entre Bamako et Dakar. Parce que vous avez assez de ressources minières, mais quand vous êtes un pays enclavé, sans accès au port, c'est difficile de profiter. C'est l'un des types d'investissements que je vois peut créer des vrais développements qui, dans le sens de créer des emplois, de créer une croissance inclusive pour toute la population. Alors, Monsieur l'ambassadeur, dans l'autre sens, il y a l'AGOA, ce traité qui permet à un certain nombre de pays africains éligibles selon, bien évidemment, des critères, d'être exonérés de taxes à l'export vers les États-Unis. Le Mali est éligible, mais le Mali ne figure pas dans le peloton de tête en matière d'exportation vers les États-Unis. Comment aider les Maliens à exporter plus? Et là, ça dépend aussi. C'est du secteur privé malien, mais je vois, par exemple, j'ai lu hier que cette année, la production de coton dans votre pays sera record. Et vous êtes déjà le meilleur producteur de coton d'Afrique. Mais si j'ai bien entendu, c'est seulement 2% de votre production qui s'est transformée en textile. Oui. Et comme vous avez dit au commencement de AGOA, c'était principalement ciblé sur l'exportation des textiles. Alors je serais très intéressé d'étudier plus le secteur du coton. Je sais qu'il y a un changement des entreprises. Alors, il y a une nouvelle entreprise chinoise qui vient d'acheter, de prendre contrôle de l'un des grands producteurs de textiles. Et même, nous n'avons pas de problème de travailler avec les troisièmes pays. Mais je vois que là, il y a une grande possibilité d'avoir des exportations. Mais il faut que le secteur privé malien ait le courage de faire des investissements. Et je sais que nos règlements, il peut être un peu compliqué. Et là, nous sommes là pour aider les entrepreneurs maliens de voir les possibilités d'exportation. Alors, parlons de votre appui à la gouvernance. En quoi est-ce que cela est important pour favoriser tout ce dont nous venons de parler, Excellence? Bon, il y a, par exemple, il y a notre programme de MCC. Alors, c'est le Millennium Challenge. Alors, on a fait... Avant le coup d'État, nous étions en train de construire l'aéroport, il y avait des opérations. Alors, il y a une vingtaine de critères, et même la position de Mali, c'est pas mauvaise. Alors, vous avez maintenant 9 points positifs parmi les 20. Alors, je suis déjà en contact avec le Premier ministre, les autres, de voir dans quel secteur on peut arriver à avoir 10, parce que si vous êtes à 10, la moitié, on peut avancer d'avoir une nouvelle compacte. Alors, c'est mon souhait que pendant mon temps ici, le Mali peut arriver au moment de recommencer avec une négociation d'un compact qui peut aider avec le vrai développement du pays. Et c'était mon choix, c'est généralement le choix du gouvernement, mais je vois que la nécessité de faire des investissements au centre et au nord qui peut vraiment aider pour le développement de toutes les régions du pays. Alors, parlons des échanges humains. Dans le cadre de ces échanges, donc, le département d'État a développé toute une série de programmes d'échanges de visiteurs internationaux. Vous avez désormais un nombre important de Maliens qui sont passés par là. Comment capitaliser, comment est-ce que le Mali peut capitaliser cette expérience que les Maliens ont eue aux États-Unis? Oui. Et je sais que vous étiez l'un des partenaires, vous avez eu la chance de visiter les États-Unis. Et pour nous, c'est toujours important de trouver les jeunes Maliens qui commencent dans leur carrière, qui a déjà montré une certaine qualité en termes de travail, d'avoir l'opportunité de connaître les États-Unis. Et même, je sais, dans votre voyage, on a vu que les aspects positifs, mais aussi les défis américains, d'avoir une vraie connaissance des États-Unis. Je sais que même dans le gouvernement et dans les forces armées maliennes, il y a assez de gens qui ont fait des études aux États-Unis ou ont visité les États-Unis. Je voudrais bien qu'on peut parler des centaines de personnes par année. Maintenant, c'est d'une vingtaine de tous nos programmes. Mais c'est bien ciblé. Il y a aussi le nouveau programme, c'est déjà année, c'est le programme de Yali. Et je suis toujours bien impressionné avec ce programme parce que ça cherche toujours
Par nécessité, les participants doivent parler anglais. Mais je sais qu'il y a déjà, je pense ici, en soixantaine de jeunes Maliens qui parlent bien anglais, qui ont passé des mois aux États-Unis, qui sont déjà les bases des futurs leaders en termes de gouvernement, en termes de secteur privé, en termes de société civile. Et en plus d'être présents eux-mêmes, ils ont créé un réseau parmi eux, mais aussi un réseau avec tous les autres Africains. Qui c'est important parce qu'on voit que de plus en plus, il y a cette qualité en termes de gouvernance africaine. Il y a les gens qui sont aussi bien formés que les Européens et les Américains qui commencent de prendre leurs responsabilités dans la gouvernance, dans le secteur privé, qui c'est le futur de votre continent. Merci pour cette opportunité. On va dire un dernier mot de la presse malienne. Vous étiez à la clôture d'un atelier consacré aux fake news, organisé donc par vos services. Pourquoi est-il important aujourd'hui de lutter dans le contexte malien contre ces fausses informations? Ce que je pense, c'est le balance, parce que être journaliste, je sais être journaliste en Afrique, mais dans tout le monde, c'est pas toujours un métier qui c'est très facile. De temps en temps, c'est dangereux. Mais c'est clé que le presse peut donner les informations aux populations, puisqu'il peut faire leurs propres décisions, qu'il peut évaluer le gouvernement, de voir comment marchent les choses. Mais en même temps, on voit que de plus en plus, il y a des mauvaises informations. Il y a les gens qui veulent provoquer de violence en faisant les messages qui sont complètement faux. Et particulièrement, on voit dans un pays qu'on commence à voir les conflits intercommunautaires. Un faux message peut créer une crise. Alors, c'est nécessaire que les journalistes aient la capacité de penser, bon, est-ce que ces nouvelles sont vraies ou non? C'est complètement une surprise, alors de poser les questions. Et si c'est faux, d'annoncer, non, ça c'est faux. Mais aussi, nous savons qu'il y a assez des autres sources d'informations maintenant. Il y a la télévision, bien sûr, le radio. Mais maintenant, il y a les groupes de WhatsApp, il y a le Facebook, il y a les Twitter, il y a les gens, les blogueurs qui habitent hors du pays. Alors, de plus en plus, c'est pour chaque citoyen du monde, c'est nécessaire de penser en termes des informations. Parce qu'il y a assez des informations, mais ils ne sont pas tous la vérité. Alors, c'est une question qui, je pense que dans tout le monde, c'est l'un des défis. Parce qu'il y a assez des informations, mais de penser comment utiliser et analyser ces informations. D'accord. Au-delà de cet atelier ponctuel, est-ce qu'il y a un accompagnement à votre niveau pour que la presse malienne puisse jouer pleinement son rôle de quatrième pouvoir qu'on lui prête? C'est toujours notre rôle d'aider. Il y a ces formations ponctuelles, il y aura des autres formations. Aussi pour diplomates. Et de parler en termes des droits de la presse, s'il y a des problèmes d'exprimer ou de parler avec les autorités, parce que c'est vraiment important que la presse joue ce rôle. Mais en même temps, il y a des responsabilités de la presse, alors d'être honnête dans le reportage. Dans certains pays, la presse représente vraiment une partie politique ou un groupe, et même aux États-Unis. Il y a les lignes de presse qui sont bien liées avec un groupe politique ou un autre. Alors même c'est pour les citoyens d'avoir une idée des tendances politiques de chaque journaliste. Mais dans cette affaire, notre rôle comme diplomate est de protéger toujours les droits de la presse, parce que les populations, ils ont besoin des informations. Et quand il y a l'opportunité de donner une assistance technique pour améliorer votre position, vous avez participé dans un voyage aux États-Unis, mais il y a des autres journalistes. Chaque année, on cherche les gens pour avoir cette opportunité de connaître les États-Unis, mais aussi de créer les réseaux avec tous vos partenaires dans les autres pays. Monsieur l'ambassadeur, nous vous souhaitons plein succès dans votre mission au Mali. Merci beaucoup. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Ok, bien. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle donc que nous étions au Centre international de conférences rénové, qui est donc partenaire de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et bonne suite de programme sur l'ORTM.